Voilà, bienvenue à votre émission Samedi Mac, 2 heures de direct ininterrompu sur votre chaîne de télévision préférée, la 2STV. Alors, comme vous le savez, la première partie de 11h à 12h sera exclusivement consacrée à un round-up des faits saillants de l'actualité de la semaine. Alors, on a eu vraiment une semaine très chargée en termes d'informations. Alors, j'aurai le plaisir d'accueillir deux confrères qui seront là avec moi pour décortiquer tout ce qui s'est passé dans cette semaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir immense de recevoir un grand frère, un ami, quelqu'un qui est très connu au niveau de l'espace médiatique du Sénégal, Yakham Mbaye, qui dirige Libération. Et vous le savez très bien, Libération, aujourd'hui, on peut dire, fait partie des journaux qui donnent plein d'informations, je veux dire, très croustillantes. Donc, et puis beaucoup de révélations, Libération. Donc, il sera là avec moi pour décortiquer un peu l'information du jour. Après, en deuxième partie, je vais faire un point sur la danse. J'aurai l'opportunité d'inviter deux grands danseurs. Je veux nommer Ndegei, qui est une très grande danseuse, et Pape Moussa. On va parler de la danse au Sénégal. Ce sera dans la deuxième partie de 12h à 13h. Mais sans plus tarder, on va éplucher un peu la presse de ce matin avec Libération, qui nous revient avec ce titre. Malgré le Sénégal, la Cour de justice de la CEDEAO encore compétente pour connaître de l'affaire Karim Wade, bon pour son moral. C'est à la une du journal Libération. Je vais accueillir le patron du journal bientôt, Yakham Mbaye, qui va venir nous rejoindre. Le quotidien, la saisine de Karim Wade recevable, les exceptions de l'État rejetées, accusé de blanchiment d'argent, escroquerie sur deniers publics, association de malfaiteurs pour Aïdara, il n'y a rien. Les détails de la défense du porteur des chèques de Wade devant la chambre d'accusation. Autrement dit, ça bouge. Enquête fait un zoom sur Aminata Touré, qu'on appelle affectueusement Mimi, les carnets secrets de Mimi Touré, l'influence décisive d'un père médecin, et bouillonnement au PDS, le silence intrigant de Modou Diagne Fada, abrogation de la loi Aizon, la famille de médecins bénit le projet, et puis le Forum civil qui dénigre un gré à gré de 269 millions. Alors, le populaire nous revient à sa une avec cette sortie de Imam Mohamed Bamba Sall de la Ligue des imams et prédicateurs sur la traque des biens mal acquis. L'argent volé et caché en Europe ne reviendra jamais parce que les Blancs en ont besoin. Ils ont créé des banques offshore pour pouvoir recevoir de l'argent. Mimi Touré banalise le coup de gueule de l'ex-procureur, ainsi va la vie, nous sommes en démocratie. C'est la une du journal Le Populaire. Nous allons revenir sur cet élément. La sortie de Ousmane Diagne qui a secoué un peu la justice avec ses vérités. On connaît son nom qui est très droit, qui dit ses vérités, qui les assume. L'Observateur revient avec cette sortie de Modou Diagne Fada. C'est Niass qui a poussé Gakou à sortir du gouvernement. Macky va assurer la pré-campagne de l'APR pour les locales. Ami Colledien qui parle de son ex-mari. Mon ex-mari est un charlatan, il m'a floué, nous avons divorcé. Et puis enquête sur la nouvelle vie d'anciens millionnaires des hasards, les bouleversants témoignages de gagnants de loterie. Alors, et la première dame ne m'appelait plus Marième Faye Sall. Elle préfère qu'on l'appelle tout simplement Marième Sall. Alors, Yakham, tout le plaisir est pour nous de vous accueillir sur ce plateau parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui n'est pas inconnu du grand public. Donc, et aussi un habitué de notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous allons continuer un peu à éplucher les journaux, puis revenir parler un peu de cette semaine qui a été très riche en informations, avec la sortie de Ousmane Diagne par-ci, et puis on a aussi d'autres informations, les rapports entre l'État et les syndicats. On a aussi Moustapha Niasse, l'aveu d'impuissance de l'État sur les denrées de première nécessité, et puis les correctifs que l'État a voulu, que le président a voulu apporter un peu suite à ces sorties de Moustapha Niasse et du Premier ministre. Alors Yakham, merci. Je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui boucle très tard de se réveiller à cette heure, mais merci d'avoir répondu à notre invitation. Et bientôt, nous serons aussi rejoints par Vieux Savané de La Gazette pour un peu discuter un peu de cette information et puis de cette actualité. Alors, Yakham, on va sans plus tarder commencer par la sortie du procureur. Comment vous l'avez analysé? Merci d'abord pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs de la 2STV. Je pense que pour qui connaît Ousmane Diagne, absolument, durant toutes ces années qu'il a été à la tête du parquet de Dakar, au regard des rapports qu'il a eus avec les différents ministres de la justice qui se sont succédés,
je pense que c'est pas surprenant. Donc je pense qu'il y a une unanimité qui se dégage autour de ce personnage de la magistrature, c'est que c'est quelqu'un de foncièrement indépendant. Et comme il l'a dit, je pense que c'est pas des propos en l'air, il a l'habitude de dire ce qu'il pense, là où il le pense. Et bon, je pense quelque part aussi, c'est tout à l'honneur de la magistrature. Ça aurait été quand même un coup de gueule qui ne rendait pas, je pense, la réputation que l'homme avait. On pourrait dire que ce serait une sorte de frustration ou consort parce qu'il a été enlevé de ce poste. Mais je pense que, bon, d'après la pratique qu'on a, de Ousmane Diagne, en vérité, moi, je peux dire que depuis environ 17-18 ans que je suis dans cette profession, la pratique que, par exemple, les journalistes ont de Ousmane Diagne, c'est que quand même c'est un homme libre, c'est un homme très sérieux qui aussi, assume ses propos. Et la réputation de sérieux, de professionnalisme, je pense qu'elle est presque quasi unanime au sein de la profession de la magistrature, que quand vous entendez ses collègues, comme on dit, off the record, parler de Ousmane Diagne, que ce soit ses collègues qui l'aiment ou qui l'aiment moins, et quand même tous ont ce témoignage unanime que c'est un pro. Mais au fond, on retient aussi de son discours que fondamentalement, contrairement à ce que le ministre de la Justice avance, qu'il a duré, il a fait 7 ans, il y a quelque chose qui s'est passé et il s'est opposé à cette chose-là, c'est pourquoi on l'a enlevé de ce poste. Mais je pense au-delà des discours politiques, des discours convenus, c'est un secret de polichinelle que Ousmane Diagne et le ministre de la Justice, le procureur de la République, désormais ancien procureur de la République, et le ministre de la Justice ont eu des rapports heurtés. C'est un secret de polichinelle qu'il y a une année, l'année dernière, tout au début de cette deuxième alternance, Ousmane Diagne avait été enlevé au cours, je pense, de ce qu'on peut appeler une sorte de consultation à domicile. Et c'est le même Serigne Bassirou Gueye qui devait le remplacer. D'après les informations qu'on a eues de la tournure de cette affaire, je pense que il paraît que c'est l'autorité suprême qui se serait opposée au dernier moment à cette mesure. Donc, c'est pas aussi une nouveauté qu'il y ait des heurts entre un procureur de la République et le ministre de la Justice. Il a souligné, il dit qu'il y a comme Moustapha Souran avec qui il a entretenu de très bonnes relations. Moi, je pense que sur un plan purement personnel, moi, je garde souvenir des rapports heurtés entre Ousmane Diagne et Cheikh Tidiane Sy. Je l'ai découvert au moment où je fus porte-parole de la CDPJ, quand on s'est heurté durablement de façon très sérieuse avec l'ancien régime, particulièrement avec Farba Senghor, suite à l'agression qu'ont subi les confrères 24 heures chrono, hélas. Je pense qu'il a eu une position révélatrice quand même de son indépendance et bon, on a voulu lui faire des choses. Il a mis son poste sur la balance. Donc là, on l'a découvert. Je pense que tous les confrères qui sont là, qui étaient dans cette CDPJ, ont découvert que quand même de façon radicale, à la limite même suicidaire, Ousmane Diagne s'était opposé au régime de l'époque parce qu'on a voulu lui faire des choses allant dans le sens d'arrêter des journalistes ou de prendre des mesures carrément illégales. Donc, Mimi Touré, Ousmane Diagne, je pense que la greffe n'a jamais marché. Aujourd'hui, c'est qu'on avance parce qu'il n'y a pas une limite de présence pour un procureur à la tête d'un parquet, qu'on avance l'argument qu'il a fait 6, 7 ans ou 8 ans, c'est secondaire. La vérité, c'est que si aujourd'hui, Ousmane Diagne et le ministre de la Justice s'entendaient merveilleusement, ce n'est pas demain la veille qu'on l'enlèverait. Alors, Vieux Savané, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez suivi certainement la sortie de Ousmane Diagne, du procureur, qui a posé beaucoup de points, qui a soulevé aussi des questions au niveau de l'opinion. Quelle analyse faites-vous de cette sortie? Oui, disons, quand j'écoute Yaham, effectivement, je me dis que quelque part, bon, c'est normal qu'il y ait des heurts entre des gens qui
travaillent ensemble, c'est normal qu'il y ait des fois une entente entre des gens qui travaillent ensemble. Donc, de ce point de vue-là, ça ne me gêne pas qu'il y ait des heurts ou qu'il y ait une entente. Ce que je retiens simplement, c'est que quand il était là, quand même, c'est vrai, à l'époque de l'ancien régime, parfois il y avait des questionnements. Est-ce qu'il était aux ordres? Est-ce qu'il n'était pas aux ordres? Ces mêmes questionnements ont continué. Et ce que je retiens de sa prestation, c'est tout simplement ce qu'il a dit, à savoir qu'il est le procureur de la République. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est extrêmement important. Parce que c'est au nom de la République qu'il juge, c'est au nom du peuple que le magistrat juge, et de ce point de vue-là, il doit juger en son âme et conscience. Je crois que c'est cette problématique-là qui, pour moi, est une problématique essentielle. Quelles que soient les pressions, c'est pour une personne qui a une charge déterminée de juger en son âme et conscience, de travailler en son âme et conscience, et je crois que c'est là où véritablement la démarcation va. Mais cette sortie aussi du procureur Ousmane Diagne pose le problème de l'indépendance de la justice. Parce que lui-même, il l'a évoqué dans son discours en disant qu'il faut aller vers des réformes au niveau de la justice. Mais moi, je pense que cette problématique de l'indépendance de la justice, on en parle depuis des années. Mais je pense que c'est une sorte je pense que le discours est un peu politicien, parce que dans la structuration même des parquets, dans le fonctionnement même de la magistrature, les magistrats ne peuvent pas être indépendants. D'abord, que ce soit le procureur de la République, de Dakar, de Thiès ou d'autres, ils sont à des postes en tant qu'intérimaires. Ils ne sont même pas des gens titulaires. Donc, dans la façon même, dans l'organigramme, même dans le fonctionnement, l'exécutif fait tout pour que les magistrats ne soient pas indépendants. Et puis, je pense, au-delà de l'indépendance, je pense qu'il y a la problématique un peu philosophique entre l'indépendance et la liberté. Je pense qu'on peut donner à un magistrat toutes les garanties pour qu'il soit indépendant, et que fondamentalement, dans la façon de rendre la justice, qu'il ne soit pas libre. Parce que ce sont deux choses différentes entre l'indépendance et la justice. Donc, avant de poser le débat sous un aspect purement philosophique, je pense qu'il faut regarder le fonctionnement de cette magistrature, et que fondamentalement, l'exécutif, comme il le fait avec le législatif, l'exécutif fait en sorte que les magistrats ne soient jamais indépendants. Mais bon, je pense que au Sénégal, on le voit, il faut pas, je pense, mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des magistrats qui font honneur à cette profession. Je pense fondamentalement, moi je ne le dis pas, je ne suis pas le turiféraire de Ousmane Diagne, mais je pense que c'est la pratique qu'on a de l'homme, le vécu. Je pense en tant que journaliste, nous vivons des choses, officiellement, nous vivons des choses off the record. Je pense qu'il y a des magistrats qui font honneur à cette profession. Et puis, si on regarde l'actualité politique récente de ces dernières années, on a vu des magistrats qui se trouvent à des statures quand même particulières, qui n'ont pas fait honneur à leur profession. Ils sont toujours là, bien à leur poste, mais cela ne veut pas dire que de ces exemples, on peut tirer, je pense, on peut tirer un verdict par rapport à toute cette profession. Mais je pense que le problème de l'indépendance de la magistrature, il est temps qu'elle soit posée de façon technique, parce qu'on en parle surtout de façon philosophique, mais l'aspect technique est déterminant. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette sortie de... Ce qu'on retient, moi, ce que je retiens d'essentiel dans cette sortie de Ousmane Diagne, c'est en fait une urge d'aller vers des réformes pour donner plus d'indépendance à la justice. Oui, non, c'est sûr qu'il urge effectivement
d'aller vers des réformes sérieuses pour donner beaucoup plus d'indépendance, comme vous dites. Bon, mais en même temps, c'est un problème qui se pose un peu partout dans les démocraties modernes, où il est question effectivement d'avoir une justice indépendante, et une justice indépendante pose aussi un problème dans la mesure où les gens se disent est-ce que on va aller vers une république des juges, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une problématique qui est une problématique grave, qui est une problématique essentielle puisqu'il s'agit des libertés des personnes. Mais en même temps, je pense que d'un point de vue technique, d'un point de vue institutionnel, il faut organiser cela. Mais même si c'est organisé, il y a un autre problème, et c'est le distinguo qui a été établi tantôt, à savoir cette différenciation, ce distinguo que l'on peut établir entre ce qui relèverait de l'indépendance et de la liberté. Et de ce point de vue-là, il me semble que la liberté est consubstantielle véritablement à l'être homme, à l'être, disons, à la personne humaine. Et de ce point de vue-là, il appartient à tout un chacun, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Les institutions peuvent être là, hein, les structures peuvent être là, mais si on a une âme quelque part qui n'est pas une âme de liberté, si je peux m'exprimer ainsi, il va de soi que cela ne va pas se mettre en œuvre. Donc, encore une fois de plus, c'est la question de la responsabilité individuelle, de mon point de vue, qui est absolument une question importante. Yakham, alors vous connaissez le remplaçant d'Ousmane Diagne, Bassirou Gueye? Pas personnellement, personnellement, mais dans le cadre de la profession, je le connais plus ou moins. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il va résister comme Ousmane? Bon, on ne peut le dire, on ne peut pas le dire parce que ce qui est sûr, il y a 7 ans, quand Ousmane Diagne est arrivé au parquet de Dakar, peut-être ceux qui le connaissaient intimement, ceux qui connaissaient son caractère, pouvaient dire, mais c'est sûr qu'il y a 6-7 ans, quand il est arrivé à la tête du parquet de Dakar, on se disait tous, encore un procureur, un magistrat aux ordres. Il est là pour la chancellerie, il est là pour l'exécutif. Donc, il a gagné ses galons, entre guillemets, par rapport aux actes qu'il a posés. Serigne Bassirou Gueye, je pense que gagnera ses galons par rapport aux actes qu'il aura posés, mais il arrive dans un contexte un peu particulier et c'est sûr que, bon, il est sur la brèche, tout le monde va épier ses moindres gestes, mais je peux dire qu'il y a un acquis positif parce que le procureur sortant Ousmane Diagne quand même a eu des propos élogieux à son égard. Il a dit qu'il est sûr, au regard de son cursus, au regard des actes qu'il a posés dans cette profession, il est à la hauteur de cette tâche. Et je pense que pour la République, pour la démocratie, pour la liberté, on ne peut que lui souhaiter qu'il relève ces défis. Parce que le Sénégal est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, je pense que le côté judiciaire est très important, impacte sur tous les aspects, que ça soit politique, économique et consort. Le poste prestigieux, sensible et névralgique du parquet, du procureur de la République, à la tête du parquet de Dakar, c'est extrêmement important dans le contexte où nous sommes. Alors, les attentes des Sénégalais aussi, pendant la campagne de 2012, c'était d'avoir des ruptures au niveau des rapports entre l'exécutif et la justice. Aujourd'hui, quand on sent, par exemple, Ousmane Diagne tenir ses propos, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a toujours l'immixtion de l'exécutif sur la justice? Oui, bon, disons, de manière générale, on peut effectivement penser que cette immixtion continue. Hein, bon, mais en même temps, je me dis qu'il appartient aux magistrats, il appartient à ceux qui travaillent sur le terrain d'affirmer leur indépendance et d'affirmer leur liberté. C'est dans ce sens-là simplement que la régulation sera possible. N'oublions pas que le pouvoir, quel qu'il soit, il corrompt. Et donc, de ce point de vue-là, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, il ne peut pas y avoir une régulation. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est dans ce choc-là que la régulation sera possible. Hein? Et pour parler du nouveau procureur de la République, bon, moi je pense que par rapport à ça, puisqu'on est dans le monde de la justice, il y a une présomption d'indépendance hein, qu'il faut lui accorder. Lui accorder. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que quelque part, aussi, il y a nécessairement, en parlant de contre-pouvoir, parce que nous sommes dans une démocratie, il faut
que l'opinion publique aussi joue son rôle. Il faut que les médias jouent son rôle, c'est-à-dire le rôle de vigie, pour que précisément que les uns et les autres sachent que tout ce qu'ils font, ils le font au nom de la République. Et de ce point de vue-là, je pense que cette pression-là est une pression qui est fondamentale, c'est une pression qui est essentielle pour que la régulation démocratique puisse se mettre en œuvre. Très bien. Alors, ça nous permet de parler de la traque des biens mal acquis avec cette information qui est tombée hier. Les requêtes qui ont été introduites par les avocats de l'État ont été rejetées et que la CEDEAO, à la cour de la CEDEAO, a accepté de juger ce dossier. C'est le 17 mai qu'ils vont encore plaider. Alors, est-ce qu'on ne sent pas au niveau de l'État un entêtement sur ce dossier? Moi, je pense que l'affaire de la CEDEAO, c'est une très mauvaise affaire. Très mauvaise affaire dès le départ, parce que je pense qu'il faut être sérieux. On ne peut pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2013, au moment où le Sénégal prend de ses valeureux fils, des centaines de djambars, les envoie au Mali, et les met sous commandement de la CEDEAO, et d'un autre côté, refuser qu'une institution de cette CEDEAO puisse connaître des affaires sénégalaises. Il faut être clair, je pense. Il faut être de la CEDEAO ou ne pas être de la CEDEAO. Ça, c'est le premier point. Là, le deuxième point, je pense, quand même, le Sénégal ne sait jamais, il n'a pas une tradition, quand même, de ces genres de comportements par rapport à des refus. Ça ne nous grandit pas. Le problème, je pense, il faut être conséquent et savoir que dans cette affaire de la traque des biens mal acquis, beaucoup de choses ont été faites. On a, comme on dit dans le langage de rue, on mélange vitesse et précipitation. On a beaucoup parlé, alors que ce n'était pas nécessaire. Et je pense que parfois aussi, il y a eu il faut le dire, les avocats quand même des anciennes autorités sénégalaises qui sont là, c'est des gens quand même qui ont de l'expérience, qui ont du métier. Mais moi je pense que cette affaire-là, il est temps de mettre un coup de frein et de le gérer avec sérénité, parce que le Sénégal ne peut pas gagner dans une confrontation avec la Cour de justice de la CEDEAO, à condition que l'État s'adosse quand même à une sorte d'armature judiciaire, à une sorte d'armature juridique solide. Mais bon, opposer des arguments politiques... En disant que c'est dans la forme, pas dans le fond. Je pense que tout ça, de toute façon, ne grandit pas le Sénégal. Et il y a des risques. Il y a des risques parce que... Et puis je pense à un moment aussi, il faut être conséquent, parce qu'on a entendu des avocats de l'État tenir une conférence de presse, parler de façon implicite et même explicite de corruption de magistrats. Je pense qu'il faut être sérieux quand on va jusqu'à tenir certains propos. C'est aussi grave parce qu'on parle quand même de magistrats d'une institution communautaire. Il faut mettre des preuves sur la table. Par exemple, quand les journalistes le font, bon, tout le monde nous tombe dessus. Quand on affirme des choses qu'on ne peut pas prouver devant les tribunaux, non seulement, bon, on est sujet à l'opprobre, on juge notre métier et que les autres puissent... Parce que l'État du Sénégal, aujourd'hui, a une décision défavorable au niveau de la CEDEAO. On parle de corruption de magistrats, il faut le prouver. Et je pense que si demain, la CEDEAO tirait dans le sens de l'État, bon, ce serait des applaudissements et des discours dithyrambiques. Je pense que cette affaire-là, il faut le gérer avec sérénité parce que rien n'est gagné. Ces gens, ils ont des avocats qui ont du métier. Et puis je pense qu'au niveau d'Abuja, on ne voit pas l'angle, on ne voit pas ce dossier sous l'angle de l'État ou l'angle des Karim Wade et compagnie. Je pense que les juges se basent sur des textes juridiques. Se basent sur des textes juridiques. Absolument. Vieux, quelle analyse vous pouvez faire par rapport à cette décision? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un tiraillement. Hier, ils ont mobilisé, je pense, 11 avocats ou 12 pour pour introduire des requêtes, mais les requêtes ont été rejetées et qu'on a retenu la plaidoirie le 17. Donc, oui, c'est un camouflet pour l'État. Un camouflet, je ne sais pas. J'avoue que moi, je me pose des questions. J'attends simplement que ce soit vidé. C'est des questions qui sont des questions juridiques. Et de ce point de vue-là, c'est assez compliqué, le droit. Donc, il faut attendre que cela soit vidé. Ce que je retiens,
c'est que, bon, dans les discussions, dans les plaidoiries des uns et des autres, dans les arguments des uns et des autres, qu'on dise, bon, que la CEDEAO, effectivement, dit que sur le plan de la forme, il aurait fallu avant notifier Voilà. hein, et qu'on ne peut pas interdire comme ça la libre circulation des personnes. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? J'attends simplement de voir. Mais pour la question qui me semble être la question essentielle, celle de la traque des biens présumés mal acquis, des biens présumés mal acquis, hein, ce que je retiens, c'est que véritablement la souveraineté va revenir au Sénégal, à l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui, par ses juges, par ses magistrats, par sa justice, va instruire le dossier et donc au terme de ce dossier, on saura ce qui s'est passé. Et pour moi, véritablement, au-delà de ce juridisme-là, la chose qui me semble être la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, la reddition des comptes doit être une donne. C'est une nécessité, c'est une demande démocratique et c'est la seule chose, de mon point de vue, qui est la chose importante. Et maintenant, bon, que les uns et les autres bataillent, c'est du domaine de la justice et il me semble que c'est tout à fait normal. Mais dans la précipitation, est-ce que bon, l'État peut avoir son bon droit de vouloir la reddition des comptes, mais comme c'est une affaire qui est juridique, donc est-ce que dans la procédure, il ne peut pas y avoir de précipitation au point que on rate l'essentiel au profit de l'accessoire? Oui, mais c'est possible, effectivement, qu'il y ait eu des erreurs dans la précipitation. Oui. La preuve, le gouvernement, l'État, a dû, après, revenir sur ce manquement-là, donc à savoir saisir la CEDEAO pour saisir, disons, dire aux notifier carrément présumés... donc aux gens qui ne devaient pas sortir, leur notifier véritablement leur interdiction de sortie. Donc il y a eu un ratage à ce niveau-là et c'est dommage. Alors, sur ce point, la procédure, si la procédure est ratée, est-ce que l'essentiel, on ne va pas louper l'essentiel? Moi je pense qu'on peut tolérer qu'il y ait parfois une fois une précipitation. C'est vrai que bon, je pense que ça soit même à un simple voleur de poules, s'il s'agit de l'interdire de sortir du territoire, il faut le notifier. L'administration est écrite, elle n'est pas verbale. Ils n'ont pas fait. Et donc ils ont agi de façon verbale. Donc je pense que là, la faute leur incombe. Après, il y a eu d'autres précipitations. Et puis, je pense que... moi, il y a un jour un avocat qui se disait, mais maître, c'est bizarre, à chaque fois qu'on vous sollicite pour vous parler de donner votre avis sur la matière, vous déclinez. Il me dit que le droit est tellement sérieux qu'on ne peut pas le pratiquer et parler en même temps. Je pense que... Jusqu'à présent, moi, je suis journaliste, je suis preneur. Quand une autorité judiciaire tient une conférence de presse pour faire des révélations, on parle. Mais s'il y avait nécessité, par exemple, arrêter Karim Wade et compagnie, que le procureur spécial tienne une conférence de presse, surtout que la première, ça s'est très mal passé. Troisième chose, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. La reddition des comptes, je pense que aujourd'hui, il ne s'agit pas de se tirer la couverture, mais dans ce domaine, quand on n'en parlait même pas de la traque des biens mal acquis, parce qu'on était avec l'ancien régime, on n'a pas de leçon à faire aux journalistes. Mais quand il s'agira de reddition des comptes, il faut que ça concerne tout le monde. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler de reddition des comptes et qu'au sein de l'actuel régime, il y a des gens qui étaient de l'ancien régime et dont la gestion est frappée par des audits et consorts, qu'on bloque ou on soutire les dossiers, ce sera une justice à deux vitesses. De reddition des comptes, il s'agit de tout le monde. Mais je pense que cette reddition des comptes ne sera jamais crédible s'il y a 2 ou 3 personnes aujourd'hui qui sont avec le nouveau régime, parce qu'ils ont transhumé, parce que c'est au titre de favoritisme. Reddition des comptes, ça doit concerner Karim Wade, ça doit concerner Mbaye Ndiaye, ça doit concerner toutes ces personnes qui sont aujourd'hui pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, mais aussi ça doit concerner les autres personnes qui sont passées par les mailles du filet, qui ont sauté pour s'arrimer au nouveau régime. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une justice des vainqueurs dans cette histoire? Justice des vainqueurs, ou bien une volonté au niveau de l'État de protéger certaines personnes? Disons que je ne vais pas m'avancer là-dessus, je dirais tout simplement
que j'ai le sentiment qu'en disant qu'il faut une réduction des comptes, que cela est normal et que c'est important parce que c'est une demande sociale. Maintenant, l'autre problème qui est posé par Yaham me semble être aussi un problème important, à savoir qu'il ne faut pas véritablement donner le sentiment que c'est une sorte de règlement de compte, que c'est par rapport aux vaincus, etc. Et qu'il faut donner un certain nombre de gages. Et là, au niveau de la rupture, effectivement, il y a des problèmes. Hein? On peut se poser des questions. Moi, je me pose des questions quand je vois que la transhumance est encore là. C'est-à-dire que c'est une arme, que les gens sont là. Ils sont en train véritablement de voir comment faire. Et que c'est le président même qui, dans ses conseils des ministres, dans ses trucs, organise tout cela. Et ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, c'est extrêmement grave. Cette histoire de la transhumance-là, il faut régler ça définitivement. C'est-à-dire que si on veut moraliser les choses, il faut véritablement que les gens viennent de par leurs compétences. Hein, et il faut que les gens aient des convictions. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être avec Massamba, demain avec Ngagne, je ne sais pas quoi, hein, simplement parce que c'est simplement pour remplir sa poche. Et de ce point de vue-là, ou bien pour se protéger. Parce qu'on a des dossiers qui sont pendants. Oui, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que quelque part, c'est pour se protéger, c'est pour avoir de l'argent, et les autres, c'est pour, disons, avoir un second mandat. Il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème d'éthique, de mon point de vue, qui est fondamental. Et sur les questions de transparence, votre journal revient sans cesse en mettant à nu certains scandales déjà du régime sur les marchés gré à gré. Et je vous dis chapeau parce que j'ai beaucoup lu sur des révélations par rapport à ça. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui sont là, aujourd'hui, sont conscients que demain, ils vont aller répondre? Mais je pense que c'est des personnes intelligentes. Mais quand même, il y a une vitesse de croisière. En tout cas, il y a une chose quand même qui est extraordinaire. Si on fait une comparaison, j'ai fait une comparaison documentée, en une année de régime de Wade, on n'en était pas à autant de marchés de gré à gré, c'est clair. Net et précis. Quand même, il y a des... Même il y a un communiqué du FMI qui a... Mais au-delà, il y a une inflation monstrueuse du marché des gré à gré. Et aujourd'hui, au-delà, je pense, de la traque des biens mal acquis dont on parle, l'autre demande sociale des Sénégalais, demande sociale fondamentale, hein, c'est que quand même qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus d'orthodoxie dans la gestion du bien public. Parce que le bien public, c'est quoi? Mais allez, ce sont les impôts des STV, ce sont les impôts de la Gazette, ce sont les impôts de Libération, c'est les impôts de Mademba, Massamba et consorts, qui sont mis dans une caisse commune, c'est-à-dire on parle du trésor, les finances publiques au Sénégal, gérées par des Sénégalais, et qui utilisent cet argent comme bon leur semble. Donc je pense que, moi, quand on est dans les démocraties occidentales, mais quand même, à les regarder fonctionner, il y a une source quand même de fierté, c'est que là-bas, bon, peut-être il y a des brebis galeuses, mais on ne transige pas sur la gestion des biens publics. Mais il y a des gens qui prennent le risque, mais la sanction est immédiate. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être ici, faire succéder les régimes et que ça soit toujours la même chose. Des histoires de gré à gré avec le régime socialiste. Bon, le régime socialiste, peut-être on en parlait moins parce qu'il n'y avait pas autant de médiatisation, on ne parlait peut-être pas de code du marché renouvelé, refondé et consorts, mais que c'est toujours les mêmes pratiques avec les mêmes régimes. Avant-hier, c'était le régime socialiste, hier, c'était le régime de l'alternance, aujourd'hui, c'est la deuxième alternance. Et ce qui est choquant dans cette affaire, mais ce ne sont pas les journalistes qui font des investigations pour sortir. Ce ne sont pas les journalistes qui sont dans des cabinets d'audit pour passer au crible ces marchés. Mais ce sont des entités étatiques, que ce soit la direction centrale des marchés publics, ou bien que ce soit des marchés même les bloqués par l'autorité de régulation des marchés publics. Mais on oublie, quand la presse en parle, on pense que c'est des journalistes. Les journalistes ne font qu'exploiter des documents, quand même, qui ont été mis à leur disposition et faits par des fonctionnaires qui sont dans des entités étatiques. Donc, ce ne sont pas des créations. Et même au-delà de ces histoires de marché de gré à gré,
la semaine dernière, bon, cette semaine, la polémique sur les 150 000 francs de on va en parler, mais, on va en parler. Tout ça, je pense, ça participe. Je pense que c'est un peu... On est tenté de dire... on est en train de retomber non, dans on est tenté de reprendre le mot de Talleyrand, ou je ne sais pas, Napoléon, qui disait... par rapport à la monarchie et au moment de la Restauration, que ces gens, ils n'ont rien oublié, ils n'ont rien appris. C'est absolument ça. Vous avez mis, vous êtes le directeur de publication de Sud Quotidien, Vieux Savadé, vous avez mis à la une 269 millions au gré du Premier ministre, qui a été dénoncé par le Forum civil. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment qu'il y a des ruptures qui ont été faites sur les questions de transparence, ou bien c'est la même chose? Disons qu'on aurait tellement souhaité que qu'il y ait une véritable rupture, au sens épistémologique du terme, qu'aujourd'hui, on se pose des questions. C'est-à-dire que par rapport à ces marchés-là, quand on voit qu'il y a des marchés de gré à gré avec les mêmes anciennes qui reviennent, c'est-à-dire que procédure d'urgence et tout, ici, on montre très bien qu'ils avaient largement le temps. Civil le montre très bien qu'ils avaient largement le temps. Et donc, de ce point de vue-là, il faut véritablement que le gouvernement s'engage dans ce processus de rupture qu'il a clamé et qui est une demande sociale. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est absolument important. Je parlais tantôt de la transhumance, je parle aussi de quand on voit le président de la République qui, lors de ses derniers conseils... des ministres décentralisés, qui distribuent de l'argent à tire-larigot comme ça. Mais ça, c'est un problème. C'est quand même notre argent. Et donc, de ce point de vue-là, je veux dire faut véritablement qu'on montre que l'argent... c'est par le travail qu'on arrive à une rupture xaalis kenn du ko lijjanti. dañ koy liggéey. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est à ce travail-là de refondation des valeurs qu'il faut véritablement s'atteler. Et l'un des signaux, c'est véritablement de refuser de s'installer dans ces marchés de gré à gré. Alors, le yoonu yokkute, vous avez l'habitude d'écrire dans votre journal, le yoonu yokkute est beaucoup plus familial, ou bien par rapport à une dynastie Faye Sall, pour les taquiner un peu. On va évoquer les 150 000 qu'on donne en dessous de table à des députés. Alors, il y a eu un communiqué pour dire que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est des députés qui n'avaient pas où loger qu'on donne les 150 000 francs. Quelle analyse vous pouvez faire? Moi, j'ai souvenance en février 2000. J'étais reporter. Et ce jour, je pense, on était sur un meeting du Parti Socialiste. J'étais avec Alassane Diallo, mon frère. Au retour, à la radio, a éclaté l'affaire des 150 000 francs aux députés du Parti Socialiste en 2000. Ça a coûté cher au Parti Socialiste. Aujourd'hui, quand j'entends Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire, essayer de théoriser, d'expliquer aux Sénégalais, c'est pas un salaire, c'est une prime, c'est une indemnité spéciale, c'est exceptionnel, ça va durer jusqu'à la rénovation de l'hôtel des députés je me disais que, mais ces gens, bon Dieu, ils étaient où? Ils étaient absents du Sénégal depuis 10-20 ans. Par le salaire, c'est quoi? C'est 150 000 francs qu'ils reçoivent mensuellement. C'est 150 000 francs, et quand ils les reçoivent, ces 150 000 francs, c'est ajouté sur le salaire. Et que ces gens doivent savoir que les députés aujourd'hui, l'Assemblée nationale, et ce qui lui colle à la peau depuis Senghor, depuis Diouf, chambre d'enregistrement, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là, fondamentalement, dans leur écrasante majorité. Les Sénégalais ne perçoivent pas, ne sentent pas qu'ils sont au niveau la nécessité même de leur existence. La nécessité de leur existence. C'est pour cela que les Sénégalais ne voulaient pas du Sénat. Parce que le Sénat, en tant que tel, c'est une très bonne institution. Le Sénat, les sénateurs choisis de manière démocratique, qui représente les Sénégalais, mais les Sénégalais n'ont rien contre ça. Mais un Sénat monarchique, où c'est le président qui choisit peut-être 90-95% des membres selon son pouvoir de décret, je dis que aujourd'hui, au regard des conditions terribles que subissent les Sénégalais,
parlait de 150 000 francs d'indemnité parce que ces députés ne sont pas logés, parce que c'est en attente de la réflexion. Je dis que c'est fondamentalement revenir au mot de Talleyrand qui, observant, je pense, la monarchie revenant après la chute de Napoléon, et ces nobles-là qui avaient les mêmes pratiques qu'avant le règne de Napoléon, il les regardait pour dire, et je pense, même Napoléon l'a dit après, mais ils n'ont rien oublié, ils n'ont rien appris. Donc aujourd'hui, rien que sans ce mémoire, cette histoire de 150, parce que ça fait tilt dans la tête des Sénégalais. Il y a 13 ans, c'était une histoire de comme ça, 150 000 francs. Et puis, si Moustapha Diakhaté et les tenants du régime sont en train de théoriser aujourd'hui la légitimité de ces 150 000 francs, pourquoi ils l'ont fait en catimini? Pourquoi ils ne l'ont pas fait officiellement? Il a suffi, sur Doudou Wade, il est dans son rôle, c'est un opposant. Il a fallu que ça se fasse en catimini pour que sur une histoire de 150 000, le questeur c'est illégitime. Très bien. Bien, sur l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez le sentiment d'ailleurs que l'Assemblée nationale travaille? Parce que moi, depuis, je crois, la sortie de Mankernia pour justifier l'envoi des Djambars, on n'a pas senti une Assemblée nationale de rupture qui bouge véritablement. Oui, ça se Il y a même Djiboka qui me disait dans une interview que ce que j'ai constaté, la seule rupture, c'est qu'ils ont réussi à bloquer l'Assemblée nationale qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas eu de projet de loi ni de proposition véritablement où les députés ont travaillé. C'est vrai que la remarque que vous faites et que faisait tout à l'heure Yaham, c'est de dire que quelque part, l'image qu'on a de cette Assemblée nationale, l'image que les Sénégalais ont de l'Assemblée nationale, cette image-là n'a pas été renversée. Hein. Je pense que c'est toujours une assemblée bonarde, quoi, où les gens sont là, voilà, gagnent beaucoup d'argent, et puis on a l'impression qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Et de ce point de vue-là, l'histoire des 150 000 pose vraiment problème. Parce que le nouveau régime, quand même, ne peut pas faire moins que l'ancien régime. Je veux dire que le problème qui est posé de la réhabilitation des locaux, hein, ce problème-là existait sous l'ancienne législature. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans l'ancienne législature, il n'avait pas cette indemnité ou ce sursalaire. Hein, je pense que, voilà, donc ça, c'est quand même un problème. Et ça pose véritablement pour moi, la nécessité même de refonder ces mandats-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie, quand vous demandez à des gosses, hein, ce que vous voulez faire, c'est pas devenir médecin, c'est pas, voilà, c'est être député ou c'est ceci ou cela. Parce que vous galérez vous galérez pour être médecin. 7 ans, 8 ans même. 7 ans, 8 ans, hein, pour être professeur de fac, pour ceci, pour cela. Hein, puis vous apprenez que là-bas, bon, les gens gagnent plus d'1 million, 2 millions, parfois 5 millions, etc. Ça pose problème. Et les gens sont là pendant ad vitam aeternam, quelque part. En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau de la temporalité de leur propre vie. Et de ce point de vue-là, quand même, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un certain nombre de changements qui fassent que peut-être qu'on soit député pour un mandat, pour 2 mandats, et puis on passe à autre chose. Il faut que les gens apprennent à travailler. Il y a une proposition de Pape Diop dans ce sens, pour dire que quand tu es 2 fois député, on arrête. Bon, c'est juste une proposition. Mais dans sa déclaration, ou bien sa réponse servie à Doudou Wade, il a exprimé la volonté d'abroger la loi Ezzan pour exhumer l'affaire Maître Sey. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'en pense, c'est un peu comique parce qu'il y a de cela, je pense, 2 semaines, Libération a eu vent de cette affaire. Et quand nous avons appelé Moustapha Diakhaté pour essayer de vérifier, pour prendre sa version, sa réponse a été « je ne suis pas au courant ». Bon, on note avec surprise que 2 semaines après, ils en parlent officiellement, mais la loi Ezzan, en tout cas, la loi Ezzan, bon, a été une loi vomi par les Sénégalais, qui ont trouvé que cette loi figurait au rang des plus grosses forfaitures de l'ancien régime. Mais est-ce que essayer de noyer cette histoire de 150 000 francs CFA avec ces trucs d'abroger la loi Ezzan, parler de la, je pense, revalorisation, je ne sais pas, de rendre justice à Mbaye Ndiaye ou Moustapha Cissé Lo,
qui ont été exclus de l'Assemblée nationale. En tout cas, ils n'ont pas été exclus parce qu'ils défendaient les Sénégalais. Ils étaient exclus parce que c'était une bataille libéralo-libérale et que, bon, il est même intéressant de se demander où est-ce qu'ils étaient, ces gens, au moment où ils ont voté la loi Ezzan. Donc, je pense que c'est accessoire. Je pense que c'est accessoire par rapport à la demande, aux demandes sociales, au pluriel, des Sénégalais, qui veulent plus de transparence, qui veulent qu'on leur explique l'utilisation des deniers publics, parce que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. Et que je pense que les tenants de l'actuel régime, je pense que doivent se départir d'une habitude, c'est-à-dire à chaque fois que les Sénégalais posent de véritables problèmes, on réagit par l'invective, on réagit en nous convoquant l'ancien régime. Je pense que dans leur discours, ces gens doivent s'abstenir d'invoquer l'ancien régime parce que les Sénégalais ont réglé leur compte à ces gens. C'est comme avec le régime de l'alternance. Quand ils nous parlaient des 40 ans de parti socialiste, les Sénégalais ont réglé leur compte aux socialistes en mettant fin à leur règne cinquantenaire. Donc aujourd'hui, il s'agit de concrétiser le Yoonu Yokkute. Et le Yoonu Yokkute, c'est le mouvement, c'est aller vers l'avant, ce n'est pas nous rappeler ce que Wade, les forfaitures du régime de Wade sont là. Les Sénégalais l'ont sanctionné un fameux 25 mars 2012, donc ça relève du passé. Et pour en revenir au travail du pouvoir législatif, mais je pense qu'il y a un baromètre. Aujourd'hui, après 9 mois, 10 mois d'existence de cette législative, combien de propositions de loi? Parce que les propositions de loi viennent des députés. Bien sûr. Aujourd'hui, le papier de Moustapha Diakhaté, je l'ai lu avec un sourire, parce qu'il énumère. Il dit que ce sont des initiatives de cette 12e législature. OFNAC, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout, ce sont des projets de loi. Et donc, aujourd'hui, ce papier est illustratif, renseigne à quel degré, je dis, le pouvoir législatif est arrimé, je pense, au pouvoir législatif. Et ce qui est encore anecdotique, mais révélateur, quand le président du groupe parlementaire communique en direction des journalistes, c'est la cellule de communication de la présidence de la République qui transmet les communiqués aux journalistes. Oui, ça, j'ai remarqué. C'est quand même extraordinaire. Alors, donc tout ça, je peux dire, peut renseigner sur le... Je ne dis pas, je parviens pas à trouver le mot, la façon dont le pouvoir législatif est arrimé au pouvoir exécutif. Alors, sur l'affaire Medsey, vous pensez qu'il urge aussi à ce niveau d'éclaircir les Sénégalais? Bon, disons effectivement que... Bon, les Sénégalais pratiquement savent ce qui s'est passé. Hein? Oui, les gens savent. Non, mais c'est sûr. Hein? Et je pense effectivement que bon, l'ancienne loi était... La loi Ezzan est une loi effectivement qui n'a pas été comprise, une loi absolument abjecte. Hein? Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, nous avons d'autres urgences. Hein? Il y a des urgences qui sont là. Hein, et que par rapport sur le chômage des jeunes, sur la nécessité sur les inondations, sur la Casamance, l'école, l'agriculture, l'école, parce que comme vous le savez, l'école ça ne marche pas, hein, l'université ne fonctionne pas, il n'y a que la fac de médecine, etc. Donc il y a véritablement des problèmes extrêmement importants qui sont sur la table et il faut que tout le monde puisse se mettre autour de la résolution de ces choses-là. Alors, Yaham, l'opinion sénégalaise, de manière globale, hein, quand vous les interrogez, te disent que le pays ne bouge pas. On n'a pas encore vu le Yoonu Yokkute. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Mais oui, je partage ce sentiment parce que je vis avec les Sénégalais qui disent c'est la complainte. Mais moi, je pense fondamentalement... C'est aussi l'aveu, par exemple, sur les denrées de première nécessité. Mais tout ça, c'est la cacophonie, il faut le dire, parce que je pense que nous sommes dans un régime, peut-être il y a une tête, mais je pense qu'il y a des agendas, chacun a son agenda, et qu'il n'y a pas une
une volonté d'unifier la parole. Donc chacun parle et puis est contredit par l'autre. On se souvient de l'affaire quand Maître El Hadji va agiter la médiation pénale et consort. Mais je pense plus sérieusement, ce qui donne aux Sénégalais l'impression que les choses ne bougent pas, je pense que c'est moins à un coup d'arrêt de l'économie. La perception, l'analyse personnelle que j'ai de la chose, c'est qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a pas une vision claire. J'ai un grand à moi qui me disait que De Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir en 1958, il a tracé des directions. Il a dit l'entrée de la France dans l'âge atomique, le dossier algérien, c'est moi. Michel Debré, vous vous occupez du prix de la betterave. Donc aujourd'hui, je pense que Macky Sall aurait dégagé 2 ou 3 directions. Le président de la République sur le dossier Casamance, ou bien c'est le dossier Casamance par exemple, la traque des biens mal acquis, qu'il y ait des directions. Mais je pense que le problème c'est que on a l'impression que parfois on prend la direction de Louga, on vire à droite pour aller à Matam, après arriver à Matam, on bifurque pour aller à Kolda. Donc c'est cette confusion qui fait que les Sénégalais disent les choses ne bougent pas parce qu'on ne sait pas où on va. Moi je donne l'exemple, je ne compare pas, parce que Wade, l'ancien régime, il a misé sur les infrastructures. tout ce qui était mauvais chez Wade et tout ce qui était bon chez Wade était dans cette direction. Mais il y avait au moins une direction, parce que toutes les monstruosités de l'ancien régime, c'était dans les infrastructures. C'est du positif, c'est 2 extrêmes, du positif et du négatif. Il y avait une direction. À un moment, il y avait une direction, mais qui n'était pas comprise comme une préoccupation pour les Sénégalais, mais quand même qui a mobilisé le NEPAD, le panafricanisme, tout ça. Mais aujourd'hui, quel est l'axe de notre diplomatie? Aujourd'hui, quel est l'axe fondamental de notre politique économique? Aujourd'hui, quel est l'axe fondamental de notre politique sportive? Aujourd'hui, quel est l'axe fondamental de notre politique culturelle? Ce sont ces questions que tous les Sénégalais se posent et il est difficile d'y apporter une réponse. Est-ce que vous avez le sentiment que le Yoonu Yokkute est sur la bonne voie ou bien les lignes ne bougent pas fondamentalement? Oui, disons que c'est absolument contrasté, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un pas en avant et puis 2 pas en arrière, que parfois les messages sont brouillés, hein, et donc il y a cette absence, effectivement, je pense, cette absence de cap, quoi. Hein. Bon, je veux dire que moi, quand je... Est-ce que c'est une question de compétence des ministres qui sont là, ou bien c'est une question de tableau de bord, ou bien une vision du chef de l'État? Je pense que c'est une question de vision, de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, traque des biens mal acquis, je suis bien d'accord. Mais en même temps, quand je vois qu'il y a une chasse aux transhumants, quand je vois qu'on distribue de l'argent comme ça, hein, donc je dis... Qui crée partout des problèmes, d'ailleurs. Il y a un problème, c'est-à-dire que ça brouille le message. Comment peut-on dire qu'on est pour une éthique, hein, qu'on veut véritablement qu'il y ait une reddition des comptes et qu'on se comporte de cette manière-là? Hein, je veux dire que voilà. Donc, de mon point de vue, il y a ce brouillage-là. Il faut véritablement que les Sénégalais aient le sentiment que ça va dans la même direction, que ça bouge, et que même aujourd'hui, que les gens qui sont au pouvoir, que les tenants de l'actuel régime sont surveillés, qu'il n'est pas question que les uns et les autres puissent s'enrichir. Moi, c'est là qu'ils ont créé l'OFNAC, mais rien n'a été mis de concret. Ils n'ont pas installé l'OFNAC, il n'y a rien.